On a quelque chose de commun tous, c'est cet ADN de la solidarité et de la générosité. Parce que les entrepreneurs ne sont pas que là pour aller gagner des profits. Une vie sans engagement est une vie fade. Qu'est-ce qu'on risque ? Obtenir du bonheur ? Le bien de tous et l'affaire de chacun. Vous écoutez Génération Bien Commun. Je suis Thomas Tixier et tous les 15 jours, je reçois un invité qui s'engage au service du bien commun. Ensemble, nous discutons de son parcours, de ce qui l'anime au quotidien et de ses actions concrètes en faveur de la société. Rejoignez-nous dans ce podcast pour découvrir des échanges sans tabou avec ceux qui osent s'engager. Bonjour chers amis et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de la Nuit du Bien Commun. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire derrière le pitch de Grégory. Bonjour Grégory. Bonjour Thomas. Tu nous arrives de Marseille ? Presque, Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, juste à côté. Pour ceux qui se suivent, Aix, c'est juste dans les hauteurs de Marseille. C'est ça. C'est une très très belle ville dans laquelle j'ai même eu la chance de vivre pendant 2 ans. J'habitais dans les Milles, le quartier des Milles, au bout de Aix. C'est un très beau coin. Et aujourd'hui, on va parler du coup d'une association que tu représentes, qui est l'École des 15. Exactement. Tu nous dis en deux secondes, l'École des 15, qu'est-ce que c'est ? L'école des 15, c'est la promesse pour des enfants des quartiers populaires d'avoir la même égalité des chances sur la réussite éducative. Donc on va les accompagner après l'école pour leurs devoirs et leur scolarité et on va leur faire du rugby pour qu'ils reprennent confiance en eux en salle de classe. Pourquoi du rugby ? Alors du rugby parce que c'est l'ADN des fondateurs. Il y a 10 ans, Denis Philippon et ses associés qui ont créé voyageprivé.com et qui ont repris le parc qui s'est transformé en Provence Rugby, équipe de Pro D2 aujourd'hui. Provence Rugby est née avec l'école des 15 et l'école des 15 est née avec Provence Rugby. Avec la volonté à la fois d'offrir à un territoire et à tous ses habitants la joie des vendredis soirs dans un stade et d'une équipe qui fait vibrer tout un peuple. Et puis d'accompagner en même temps les gens les plus éloignés dans la fragilité. Ça s'est naturellement tourné vers la jeunesse avec un questionnement de la part de Denis et de ses associés. Comment est-ce qu'on pourrait finalement accompagner ou aider notre territoire ? Et puis naturellement, c'est tourné le regard sur le rugby, ses valeurs, des valeurs d'entraide, de solidarité, d'engagement qui ont eu un écho aux quartiers populaires qui sont présents sur Aix-en-Provence. Et très rapidement, l'école des 15 est née, d'abord sous une tente, au bord du stade, et puis dans des algécos, une fois que le programme démarrait un petit peu et qu'il se confirmait, et aujourd'hui sur un très beau campus de voyage privé qui est né il y a 3 ans. Donc chaque jour, sur Aix-en-Provence, une 60aine d'enfants viennent après l'école y faire à la fois du travail scolaire, travailler leur éducation et travailler leur corps avec la pratique du rugby. Aujourd'hui, ça existe à Aix et ailleurs ? Bien sûr. Depuis 2014, la première école à Aix, 2016, Marseille, au stade Jean-Bouin, pour des enfants issus des quartiers de la Soude et de la Caillole. Et 2022, Saint-Étienne. Et 2024, il y a 10 jours, Vitrolles. Et puis, bien évidemment, nous avons l'ambition d'ouvrir de nouvelles écoles en région parisienne, dans les Hauts-de-France, et puis sur d'autres territoires, également l'Occitanie. J'ai 1001 questions qui viennent, Grégory. La première, peut-être, tu nous as cité les 2 quartiers de Marseille d'où viennent les jeunes. Pour l'école des 15, il y a un enjeu de proximité. Tu récupères vraiment des jeunes qui sont pas loin de l'école, qui viennent facilement au sein de l'école des 15. Oui. Pour que ce programme trouve une adhésion au sein de l'éducation nationale, il a fallu qu'on montre patte blanche, évidemment, au début. On n'est pas là pour que les enfants fassent une école en plus du collège, on est là pour qu'ils réussissent au collège. Et pour ça, nous avons travaillé avec les services de l'éducation nationale, d'abord sur la région PACA, et on leur a promis que finalement, les enfants que nous accueillerons, ce seront les enfants qui nous flécheront. Donc ce sont les collèges qui nous flèchent les enfants les plus en difficulté, souvent des enfants qui sont issus de quartiers prioritaires, et du coup, naturellement, les collèges de quartiers prioritaires, donc les collèges REP ou REP+, pour reprendre ces termes techniques, se sont naturellement ouverts à nous, et finalement les principaux, les enseignants et effectivement la direction des établissements nous ont fléché des enfants qui étaient entre le CM2 et la 3e, en nous disant, celui-là, si on ne fait rien, en 6e, il va décrocher, arrivant en 3e, il aura des notes tellement basses, tellement insuffisantes, qu'il ne pourra pas choisir son orientation et qu'il va subir un avenir qu'il n'a pas envie d'avoir.
Le principe même de l'école des 15, c'est que nous accueillons ces enfants qui vivent au pied du collège, donc dans les quartiers, et qui ne doivent pas perdre trop de temps entre le collège et l'école des 15. Donc c'est un écosystème où les écoles des 15 sont à proximité du collège, à proximité du quartier, à proximité du terrain de rugby. Donc ça fait quand même pas mal de conditions. Ouais. Mais c'est un écosystème qui fonctionne bien aujourd'hui et qui permet à des enfants de venir quasiment 12 heures par semaine après l'école. Ils y restent jusqu'à 19 heures. Les parents sont ravis d'avoir des enfants qui retrouvent confiance en eux sur un dispositif qu'ils ne connaissaient pas, sur un sport qu'ils n'aimaient pas, parce que quand on vient à l'école des 15, on n'aime pas le rugby. Le rugby, c'est pas le sport des quartiers. Le rugby, c'est le sport que l'on voit dans le sud-ouest, que l'on voit peut-être dans d'autres communes, mais pas en région PACA, on est une terre de foot, pas en région stéphanoise parce qu'on a aussi une terre de foot. Mais au-delà de l'aspect purement sportif, les enfants ici découvrent une activité qu'ils ne connaissaient pas, connaissent même pas les règles du rugby. Les filles qui sont orientées se disent « mais oh là, le rugby c'est violent ». Il y a plein de garçons, c'est pas pour moi. On se frotte l'un à l'autre, c'est compliqué parce qu'on se rentre dedans. Et finalement, ce sont des enfants qui se découvrent une activité qu'ils n'auraient jamais pratiquée, qu'ils vont apprendre à aimer dans le cadre éducatif et qui vont porter du plus haut de leur cœur auprès de leurs camarades qui ne sont pas à l'école des 15 en disant le rugby, c'est super, j'ai trouvé ma place. On dit ah bon, pourquoi ? Tu comprends, moi. Quand je suis à l'école, tu comprends, je suis une fille, ou je suis un peu en surcharge pondérale, ou je suis très timide, ou je suis très grand mais pas musclé. Mais à chaque fois en cours, à l'école ou dehors, dans le quartier, on me choisissait jamais pour faire partie de l'équipe. Et là, avec le rugby, c'est incroyable. Quel que soit notre corps, notre morphotype, comme on dit, on est grand, gros, petit, maigre, lent, rapide, fort en gueule ou très timide. On a tous une place sur le terrain de rugby. Et le fort en corpulence, il va finir première ligne. Et crois-moi que les filles qui sont première ligne, elles se font très respecter par les garçons qui sont parfois beaucoup moins sympas avec eux en dehors du cadre scolaire. Et elles se font respecter. Elles se font respecter à l'école des 15, au collège et dans le quartier après. Parce qu'elles ont trouvé leur place sur le terrain. Et qu'on a de très belles histoires de filles qui ont fait la bascule du rugby à l'école des 15 et qui vont le week-end faire du rugby en club. Les garçons s'y trouvent une place parce que le petit timide, qui court vite mais qui n'ose jamais prendre le ballon, il va être mis en avant et il va marquer des essais. C'est lui le rapide à qui on va filer la dernière passe pour aller aplatir la ligne derrière l'embut et il va se trouver très valorisé. Et celui qui est fort en bouche, on va le mettre meneur et on va lui dire si tu es fort en bouche, on va voir si tu sais mener une équipe. Et là, la donne change en général quand il faut appliquer la discipline à ses propres camarades et quand on est soi-même le perturbateur. C'est connu, ça cadre. Ça cadre. Et voilà, donc tout le monde a sa place sur un terrain et ils vont y découvrir une autre facette d'eux qu'ils ne connaissaient pas. Ils vont se donner une chance parce qu'ils ne se la donnaient pas avant. Un enfant qui est en échec scolaire, il a fini de lever le doigt en classe parce qu'à chaque fois, ses camarades se moquent de lui parce qu'il va poser une question que lui pense bête, mais il n'y a pas de question bête. Il va être réservé parce qu'il sait qu'il est en échec, donc ça ne sert plus à rien. Je suis trop éloigné, j'ai 4 sur 20, 5 sur 20. Qu'est-ce que je vais pouvoir produire comme effort pour réussir à retrouver une moyenne ? Rien, donc finalement, je vais me laisser porter, glisser. Au pire, j'irai plus à l'école, ou j'irai très peu. Et finalement, sur le terrain de rugby, on les met, ils sont déjà en échec parce qu'ils ne connaissent pas. Je suis pas un rugbyman, j'arrive, on me met là, mais qu'est-ce que je vais faire ? Mais on est tous pareils. Il y a un pied d'égalité dans cette difficulté. Il y a un pied d'égalité. On n'a pas tous le même morphotype, mais on est tous utiles à sa place. On est tous débutants. On a tous peur. Et on va tous embarquer en même temps vers la réussite. Et on leur dit, si tu es capable de réussir sur un terrain de rugby, si tu es capable d'écouter ton entraîneur, si tu es capable d'encourager ton camarade, si tu es capable d'écouter la consigne et d'appliquer les règles, pourquoi est-ce que tu n'y arriveras pas à l'école ? Et l'enfant se dit, c'est vrai, pourquoi j'y arriverai pas ? Et finalement, ce sont des enfants qui vont se retrouver à appliquer les règles du terrain de rugby en salle de classe. Ils ont leur discipline, ils ont leur code, ils appliquent et ils prolongent ce qu'ils ont appris sur le terrain en classe et ils appliquent sur le terrain ce qu'ils ont appris en classe. Donc c'est vice-versa. Et comme ils ont un très fort taux d'encadrement, puisqu'il y a maximum 4 enfants par adulte, ces enfants qui étaient timides ou qui étaient en situation d'échec osent relever le doigt,
osent reposer des questions devant leurs 2 ou 3 camarades qui sont ensemble dans la même salle de classe, osent parfois se chambrer aussi entre eux parce que ils ont des fois des lacunes qui sont identiques et ils en rigolent, mais ils avancent ensemble, ils progressent ensemble et ils grandissent ensemble. À la fin des 4 ans de présence à l'école des 15, ils ont quasiment tous leur brevet des collèges. Ils ont tous l'orientation qu'ils ont choisie et ils ont tous une conscience du grand pas en avant qu'ils ont fait sur leur savoir-être. Aller chercher un stage, envoyer un CV à un futur patron quand on veut s'orienter vers l'alternance, se poster, avoir une posture qui soit très positive devant le jury du collège, du brevet du collège. On a quasiment la totalité de nos enfants qui ont plus de 90 ou 95 sur 100 à l'oral du brevet. Là où ils étaient en grande difficulté avant, parce qu'ils étaient soit timides, soit ils n'avaient pas travaillé, soit ils étaient en difficulté d'élocution, qu'ils n'avaient pas confiance en eux ou en leur image ou ce qu'ils pouvaient renvoyer, ils ont 90 à 95 sur 100. Parce qu'on va les coacher, on va les accompagner, ils ont repris confiance en eux, ils connaissent leurs forces et leurs faiblesses. On a le sourire à la fin, on est dit que ça valait le coup ces 4 ans ensemble, ça valait le coup d'investir sur la jeunesse, ça valait le coup d'avoir ces rires et parfois ces pleurs et parfois ces colères, parce que la vie dans une école des 15, c'est pas rose tous les jours. Mais à la fin, quand on les voit quitter l'école des 15, quitter presque le nid parental pour certains et revenir quelques mois plus tard en disant « Ah, vous me manquez, est-ce que je peux revenir ?» Ben non, tu vas pas revenir parce qu'aujourd'hui tu es autonome et ce que tu fais, ça marche. Mais ils ont envie de prolonger l'aventure. Et ils ont peur de se lancer tout seuls parce que ils nous le disent tous, on est leur deuxième famille. C'est comme ça qu'ils l'appellent. C'est leur deuxième maison. Parfois, c'est leur deuxième famille. Ils y retrouvent tous les soirs les mêmes éducateurs qu'ils ont vus pendant 4 ans parce que nos éducateurs restent très longtemps dans la structure. Et puis, ils y retrouvent leurs mêmes camarades avec qui ils ont grandi depuis le CM2 ou la 6e jusqu'à la fin de 3e. Donc, ils grandissent ensemble tous les soirs jusqu'à 19h. Et ils nous remercient quelques années plus tard d'avoir quitté l'école des 15. Parce qu'ils nous disent, grâce à ça, mes parents ont été fiers de moi. Je remercie d'abord mes parents de m'avoir poussé à faire l'école des 15 parce que j'avais pas envie au début. Franchement, faire 12 heures de plus par semaine en plus des 25 heures du collège, j'avais pas envie. Mais mes parents m'y ont poussé. Ils remercient les éducateurs parce que ils sentent qu'ils ont grandi et pris de la maturité et de la confiance en eux. Et puis, ils vont se retrouver dans une posture où ils vont avoir envie d'accompagner ceux qui sont maintenant de nouveaux entrants à l'école des 15. Ils n'hésitent pas à donner des conseils aux jeunes. C'est un peu devenu des ambassadeurs. De dire, tu vas voir l'école des 15, c'est une chance inouïe. On n'a pas envie d'y aller au début. À la fin, on se rend compte que ça a eu un impact important dans notre vie. J'ai rencontré parmi les 600 enfants qui sont sortis de l'école des 15 depuis 10 ans. En juin dernier, on a pris notre téléphone et on a appelé tous les anciens élèves. On a eu 40% de taux de répondants, donc quasiment presque 250 quand même enfants. Un seul était en recherche d'emploi sur les 600 anciens. On a des histoires incroyables, des gens qui sont en 3e année de médecine, alors qu'ils étaient décrocheurs de quartier. On a des gens qui sont en école de commerce. On a des livreurs Amazon qui sont épanouis dans leur vie. On en a un qui était assez perturbateur, qui est devenu gendarme. On a beaucoup ri. On est très fiers de lui. Il a une vie incroyable. Et nous avons des élèves qui, aujourd'hui, à l'école des 15, ne se refusent plus de rêver à des métiers qui sortent du quartier. Des gens qui disent moi, j'ai envie de construire des routes. Je veux pas construire des immeubles, non, je veux construire des routes. Ou moi, je veux être cardiologue. Une jeune fille qui dit j'ai envie d'être cardiologue. On lui répond ça va être dur, ça va être difficile. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui au regard de ta situation? Elle me dit, au début, en toute sincérité, je n'aurais pas pensé que ça soit possible. Et finalement, après 2 ans à l'école des 15, je me dis que j'ai repris confiance en moi et je m'accroche à mon rêve. Et on a gagné. Ils ont gagné, ils s'accrochent à leur rêve, ils ne s'interdisent plus de rêver. Et aujourd'hui, en juin 2024, on a eu un revirement de situation. Parmi tous les enfants de 3e qui ont quitté l'école des 15, 85% d'entre eux sont partis en enseignement général. Avant, c'était l'inverse, ils allaient en enseignement professionnel. Mais tout ce bel écosystème du rugby, avec tous ces entrepreneurs qui sont engagés, qui viennent à l'école des 15 présenter leur métier, qui accueillent les enfants de l'école des 15 dans leur entreprise pour leur montrer leur métier ou leur faire des stages, ils y découvrent
des métiers qu'ils ne connaissaient pas, qui aiguisent leur appétit. Et des enfants qui sont passés, par exemple, dans des cabinets d'avocats se disent « mais ça m'intéresse. Moi, j'aime bien parler, j'ai envie de défendre mes opinions ou de défendre les autres, je vais faire avocat. » Alors qu'il part de loin. Il a 7 ou 8 de moyenne aujourd'hui, mais il lui reste 3 ans avant de réussir son brevet. Et après d'aller au lycée et de réussir ses études, ils ne s'y interdisent plus aujourd'hui de rêver. Et du coup, attends, ces jeunes qui donc, arrivent chez toi, ils te sont confiés par le collège ou le primaire, du coup, parce que tu nous parlais des CM2. Donc, ils vont arriver, il est quoi? Il est 16h quand ils arrivent à l'école des 15. Oui. 16h30. Ils posent leur cartable. C'est quoi leur première étape à l'école des 15? Le premier jour. Je suis le petit Thomas, j'arrive. Bonjour Grégory. Le premier jour, c'est avec les parents. Les parents et l'enfant viennent signer l'acte d'engagement où l'enfant s'engage à respecter la totalité des règles de vie de l'école des 15, l'assiduité. Il ne peut pas venir que pour le rugby ou que pour l'aide aux devoirs. Ok. L'enfant s'engage effectivement à pouvoir et à démontrer son envie de faire partie du dispositif parce qu'aujourd'hui, c'est une chance pour lui. Il y a des listes d'attente longues pour rentrer à l'école des 15 parce que le dispositif a fait ses preuves. Donc, le premier jour, l'enfant, il signe, il s'engage et il sait qu'il va parfois en baver. Parce que c'est énoncé, c'est clair. C'est clair. Tu devras porter l'uniforme à chaque fois que tu viens à l'école des 15 et que tu fais du rugby. Tu viens pas habillé comme tu veux. Ouais. On a une école. Tu changes en fonction de ta journée à l'école. Nous sommes une équipe, on avance ensemble, nous avons tous la même tenue, y compris les éducateurs. Chaque soir, les enfants viennent en fonction de leur emploi du temps. Donc, on n'a pas d'enfants qui viennent tous les enfants viennent du même collège parce qu'on est rattaché à un seul collège en général, ou voire à 2 maximum. Mais les enfants ont tous leur propre emploi du temps. Oui, ils sont pas dans les mêmes classes, Voilà. ils ont pas les mêmes options. Exactement. Donc, on fait des agendas personnalisés. C'est travail de dentelle. Mais à la fin, chaque semaine, il aura fait ses 12 heures par semaine. L'enfant va venir après l'école. On va soit le chercher à l'école, avec les éducateurs, avec nos minibus, si c'est un peu éloigné, l'école des 15 du collège, ou ils viennent à pied si on est à côté. Le premier temps, il est un temps effectivement d'inclusion et on pratique également la déclusion. Quand on vient à l'école des 15, à chaque soir, on nous rappelle pourquoi on est là, ce que tu vas faire aujourd'hui, et ça c'est le temps d'inclusion. On remet bien les règles en place. Et à chaque fin de temps spécifique, on a 3 temps spécifiques à l'école des 15, on va faire la synthèse de ce que tu as fait aujourd'hui, est-ce qu'il reste à améliorer, est-ce que tu as réussi, les choses sur lesquelles tu dois progresser. Donc l'enfant, il vient, il pose son cartable, il pose son téléphone interdit. Tous les signes religieux sont également, ostentatoires religieux, sont bannis, comme au collège. On pratique la laïcité de la même manière que l'école publique. On n'en a pas rajouté, on n'en a pas enlevé. Okay. On pose son cartable, on pose son téléphone, on va prendre son goûter. L'école des 15 offre le goûter avec ses camarades. On a déjà mis son unif avant d'arriver. Voilà. Et le matin, les éducateurs de l'école des 15 ont téléchargé sur Pronote, auquel nous avons accès, tous les devoirs des enfants, de chaque enfant. Donc, Pronote, c'est le logiciel. Le logiciel du collège. Exactement, le logiciel où on a les notes. La chose que j'aurais détesté avoir quand j'étais petit, c'est-à-dire on a ces notes, on a ces devoirs et on a les observations des enseignants en ligne à proximité immédiate du téléphone. Donc c'est à la fois un super outil et un vrai mouchard. Ouais. Mais nous y avons accès parce que nous sommes une association agréée avec l'Éducation nationale. Ouais. Donc le matin, les éducateurs téléchargent les devoirs et vont préparer une fiche de devoir par enfant en fonction de ses capacités et de ses difficultés. Okay. On fait ce qu'on appelle de la pédagogie différenciée. Chaque enfant 3 enfants qui ont la même leçon, théorème de Pythagore, auront chacun une leçon différente pour pouvoir mieux assimiler en fonction de leurs forces et de leurs faiblesses. Quand bien même ils sont dans le même groupe le soir. Exactement. Donc l'enfant, une fois qu'il a fini son goûter, il a le choix. Voilà, il y a tous les enfants ne sont pas en même temps présents à l'école des 15 et ne font pas la même chose en même temps. Mais le propre de l'école des 15, c'est d'avoir un très fort taux d'encadrement, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ce sont de toutes petites salles de classe. On met 3-4 enfants maximum par adulte. Parce que sinon, ça serait vite le bazar. Quand on met 60 décrocheurs ensemble dans la même salle, il y en a un qui fait tomber son stylo, on a soit 59 occasions de faire autre chose que de travailler. Donc, ce sont de petits groupes. Ils vont accueillir un bénévole qui va les aider à faire de l'aide aux devoirs. Donc, chaque enfant... Ton bénévole, c'est l'encadrant dont tu parles.
Non. Ah oui, alors, on a nos salariés, Ouais. mais on a aussi des bénévoles. Chaque Ok. école des 15 est basée sur un modèle simple, 2 éducateurs spécialisés, Ouais. un enseignant et un éducateur de rugby. Évidemment, pour qu'on arrive à un taux d'encadrement de 1 pour 4, il faut aussi plus d'adultes. Donc, ce sont des bénévoles qui vont venir faire de l'aide aux devoirs tous les soirs, qui viennent soit d'une entreprise du coin, soit des anciens Mécénat de retraités. compétences ou juste des gars qui sont bénévoles le soir? Mécénat de compétences, simples bénévoles engagés, des étudiants, aussi bien que des retraités. Voilà. Bouche à oreille. Exactement, bouche à oreille. Et donc l'enfant s'assoit après son goûter en salle de classe, il va faire son aide aux devoirs avec le bénévole qui vient, à qui on remet la fiche tout de suite sur le devoir sur lequel il doit travailler. Ouais. Donc c'est faciliter le travail pour le bénévole aussi, et s'assurer que quoi qu'il arrive, l'enfant aura son devoir avec lui. Et au bout d'une heure, l'enfant va aller faire du rugby, 2 fois ou 3 fois par semaine, ça dépend. En tout cas, il en fera 4 heures. Donc sur les 12 heures de programme, il y a 6 heures de temps scolaire. Et sur les 6 heures de temps scolaire, on va faire 4 heures d'aide aux devoirs et 2 heures de maths et de français, de cours de maths et de français. Et tout ça en relation avec les enseignants de l'éducation nationale qui nous Les disent... maths et le français ont été choisis parce que matière fondamentale. Oui, matière fondamentale. On sait très bien qu'aujourd'hui, si on n'a pas les bases de logique et d'expression, ça va être compliqué d'aller chercher d'autres compétences. Ouais, d'accord. Il faut une base. Voilà. Quand on sait lire et compter, on a déjà fait des progrès pour réussir sur d'autres Ouais, dans d'autres matières. domaines. Donc l'enfant va sortir de l'aide aux devoirs, sortir de son cours de maths ou de français et avoir une relation assez épanouie avec ses parents grâce à ça. Quand les parents sont en difficulté scolaire eux-mêmes, il est compliqué d'accompagner son enfant arrivé à un certain niveau, au 4e, 3e. Quand ton enfant arrive le soir à 16-17 heures et qu'on est une famille monoparentale et qui fait des ménages le soir et qui finit tard, ça va être compliqué de l'accompagner. Quand on a un parent qui est en grande difficulté lui-même ou dans la précarité, ça va être compliqué de l'accompagner. Et pourtant, on a envie que son enfant réussisse. Ouais. On a envie que son enfant s'en sorte mieux, mais on n'y arrive pas. Et ça tend les relations entre les parents et les enfants quand on voit son enfant qui ne fait pas ses devoirs ou qui s'y en désintéresse ou qui n'y arrive plus, qui a baissé les bras. Et quand l'enfant rentre à la maison, qu'il a fait ses devoirs et que ses notes remontent, la relation entre le parent et l'enfant est beaucoup plus apaisée. On y passe de bons moments. C'est le moment où on va faire un peu de cuisine avec son enfant parce qu'on a le temps. C'est le moment où on va sortir avec lui. C'est le moment où on va échanger avec lui. Ou en tout cas, c'est le moment où on n'aura plus de tension parce que va faire tes devoirs, file dans ta chambre, t'as pas eu des bonnes notes, etc. Non, ça apaise beaucoup les relations. Le week-end aussi, puisque le vendredi soir, les enfants ne font pas de rugby parce que c'est la fin de semaine. Ils sont très agités, donc faire encore du rugby le vendredi soir, c'est contre-productif. Mais ils font leurs devoirs, ils arrivent le week-end, ils vont avoir le temps avec les parents pour faire d'autres choses. Alors, ils vont devoir travailler un petit peu de manière autonome, mais ils vont avoir une relation apaisée avec les enfants. Donc ça, c'est la partie scolaire. Donc ça, c'est 6 heures dans la semaine. 6 heures dans la semaine. Il y a la partie rugby, qu'on a un peu abordée, c'est 4 heures par semaine, 2 fois 2 heures, et c'est du rugby éducatif. La différence entre le rugby éducatif et le rugby de compétition, c'est qu'ils ne vont pas faire de match, et on n'est pas là pour qu'ils soient de bons joueurs de rugby. On est là pour qu'ils soient de bons citoyens et de bons écoliers, et qu'ils apprennent les savoir-être nécessaires à l'apprentissage, nécessaires à la reprise de confiance en soi. C'est un peu ce qu'on voit dans les clubs de rugby traditionnels, enfin club de rugby quoi, avec les moins de 6 ans ou autres qui apprennent vraiment juste à faire des passes, mais ils sont pas encore à un stade où ils comprennent vraiment le jeu du match. Et c'est avant tout le savoir-être en fait derrière qu'ils sont en train de travailler. Tout à fait. D'abord, ils vont apprendre les bases, la mixité. C'est l'école des 15, c'est moitié filles, moitié garçons. Y compris pendant les matchs. Surtout Tout le temps. Toujours. On avance ensemble, on est en difficulté ensemble, mais on progresse ensemble. Il n'y a pas de distinction entre les filles et les garçons. Donc les filles et les garçons jouent contre les filles et les garçons. À partir de là, on touche à des problèmes qui ne sont pas propres au décrochage scolaire, mais qui sont propres tout simplement à l'adolescence. Un sport où il y a beaucoup de contacts physiques, où on est en short, et parfois où on est issu de quartiers populaires où il y a une culture spécifique, d'où même moi j'ai grandi, où le contact physique entre les filles et les garçons, c'est parfois compliqué, déjà de manière
naturel, et puis aussi avec parfois une culture qui soit nord-africaine ou d'autres cultures, où là, c'est encore plus compliqué à aborder parce qu'il y a le regard des autres dans le quartier, etc. C'était un pari pour l'école des 15 il y a 10 ans de s'orienter sur un dispositif pareil, et les parents ont toujours adhéré à 100% à ce que filles et garçons respectent le code vestimentaire. Et le code vestimentaire de l'école des 15, il n'est pas on a un short et c'est tout. On n'a pas de lycra en dessous, on n'a pas de capuche, on n'a rien, c'est le short, le maillot. En hiver, on a le droit de se mettre une petite laine, évidemment, en dessous, mais il n'y a pas effectivement de dérogation possible à cette tenue vestimentaire. Le rugby, quand on a entre 11 et 14 ans, 15 ans, ça veut dire soulever le garçon ou la fille sur les touches par les fesses en la prenant sur le short. C'est aller dans la mêlée, c'est faire des raffus, c'est plaquer, c'est être les uns sur les autres. Donc, il y a une espèce de notion de contact physique qui est difficile à aborder pour les filles comme pour les garçons. Ça les fait grandir. Ils l'acceptent très rapidement. Ils y trouvent une forme d'égalité géniale parce que c'est l'outil qui permet d'arriver à une égalité finalement sur le corps, qui n'est pas évidente dans le quartier avec le regard des autres. C'est une égalité aussi en termes de morphologie, puisque on est le petit, on va pouvoir plaquer les plus costauds sans reprendre une en retour, et vice-versa. On peut être le costaud qui va plaquer un petit sans se faire taxer. « Ah, tu t'es attaqué à plus faible que toi. » Non, c'est du sport. Et dans le regard des enfants, c'est différent. Voilà, c'est une progression. Sur le rugby, l'enfant va apprendre à avoir une posture qui soit reproductible dans la vie. C'est-à-dire, tu te tiens bien sur le terrain, tu te tiens bien dans la vie. Tu respectes l'entraîneur, tu respectes les autres, tu respectes les adultes, ce qu'on leur demande exactement dans la vie de tous les jours et à l'école. Et puis, on va les inciter à travailler ce qu'ils ont vu en classe sur le terrain. Je prends un exemple. 3x5, le premier qui envoie son ballon sur le panneau numéro 15. Mettez-vous 3x3 en triangle isocèle et faites votre gainage. Ça, c'est le prolongement de ce qu'on apprend en classe, c'est le rugby éducatif. Ce qui veut dire que tu fais un lien entre l'enseignant qui a reçu les devoirs et le coach rugby pour que, au moment de l'entraînement, il sache un peu, tiens, ce groupe-là, je peux jouer avec le 3x5, je peux jouer avec le triangle isocèle, et lui, il va adapter de façon un peu maligne et ludique. C'est ça. Un exercice aussi simple que le gainage, mais en y ajoutant une compétence mathématique, enfin géométrique en l'occurrence, qui revient, qui redébarque. Ça peut être aussi une valeur. Aujourd'hui, travailler l'égalité. Qu'est-ce que c'est que l'égalité dans la République ? Qu'est-ce que c'est que l'égalité en classe ou dans l'école ? Qu'est-ce que c'est que l'égalité sur le terrain ? Et on va pouvoir faire des exercices différents. Celui qui a un chasuble aujourd'hui, il peut recevoir des ballons, mais pas les donner. Tu vas comprendre ce que c'est que d'être fois sur le harcèlement, par exemple, et d'avoir des exercices comme ça qui vont amener à être une situation où on est, entre guillemets, marginalisé ou mis de côté volontairement sur le terrain pour avoir ce ressenti et le regard des autres et savoir comment on peut finalement vivre une situation dans laquelle volontairement ou involontairement on a participé. Sur le harcèlement comme sur d'autres valeurs républicaines ou d'autres valeurs humaines tout simplement. Donc le terrain de rugby, c'est un terrain de jeu. C'est un terrain de jeu éducatif formidable, presque illimité, qui rencontre finalement beaucoup de succès alors qu'ils n'aiment pas le rugby, on l'a dit en préalable. C'est l'école de la vie, le rugby. Voilà, on prend des coups, on en donne, on avance ensemble, on est en difficulté ensemble. Et la mayonnaise prend tellement bien que ce sont des enfants qui gardent les liens entre eux très forts. Et tous ceux qui jouent au rugby le savent. Quand on fait un match ensemble, qu'on a pris des coups ensemble, on ça tisse des liens. La troisième mi-temps, c'est pas Oui, elle est pas née de nulle part. Hein. Voilà, la troisième mi-temps, c'est pas un mythe. La troisième mi-temps rugby existe, et elle existe aussi à l'école des 15. C'est le débriefing d'après, c'est aller en classe après, de dire comment ça s'est passé. D'ailleurs, sur ce temps-là, il y a une chose importante, c'est que 4 salariés par école, avec des éducateurs spécialisés, des éducateurs de rugby, des enseignants, c'est pas les mêmes métiers. Pourtant, ils font les mêmes missions. Chaque semaine, les mardis, ils se réunissent tous dans une espèce d'une réunion de groupe, une réunion de métier, et ils vont aborder enfant par enfant la progression sur tous les temps. Donc on a parlé du rugby, enfin du temps sportif, on a parlé du temps scolaire, et il y a un troisième temps, c'est le temps éducatif.
temps éducatif à l'école des 15, c'est celui quand on va déjeuner avec les enfants 2 fois par semaine. Aujourd'hui, on a des enfants qui mangent seuls chez eux le soir. Quand tu dis déjeuner, c'est au moment dîner le soir ou vous allez dans le Déjeuner. collège au déjeuner? Vous allez dans les collèges au déjeuner? Non, les enfants viennent à l'école des 15 2 fois par semaine le midi, Déjeuner avec vous. le Ok. mercredi parce qu'ils n'ont pas classe, Ouais. et un autre jour dans la semaine où le collège les libère un peu plus tôt. Ok. Sans rogner sur leur temps de classe, bien évidemment, mais sur l'agenda qui a été fait. Ils arrivent à se libérer. Pas tous, mais ils arrivent à se libérer. Ok. Des enfants qui ne mangent pas forcément avec des parents le soir. Des enfants qui ne mangent jamais avec un adulte le midi à la cantine ou qui rentrent chez eux le midi où il y a personne. Ce sont des enfants qui n'ont pas d'espace d'échange avec des adultes ou très peu. Quand on n'a pas d'échange avec un adulte, on n'arrive pas à exprimer ses souhaits, ses difficultés, ses craintes, ses ambitions, ses rêves, et même de parler des choses de la vie. Et J'ai lu une étude là-dessus. Tu connais le temps moyen qu'un enfant passe aujourd'hui à discuter qu'un adulte en France? pas du tout. Sur l'année? Dis-moi un chiffre. Un temps hebdomadaire ou Ouais. journalier? Non, hebdomadaire. Enfin, mensuel pour être exact. Mensuel. Moi, j'allais dire une demi-heure par jour, mais donc ça ferait près Au-delà de 10 heures par mois. à table, viens manger, Je moi, dirais juste, on se pose 2 5-6 heures par mois. 30 minutes. C'est fou. Ça m'a complètement scotché. C'est 30 minutes, bah voilà, là on a 33 minutes d'épisode. C'est fini pour le mois, quoi. Les autres interactions que tu auras avec les adultes de ton cercle privé, c'est assis, va manger, va te coucher, pourquoi tu dors pas? Eh bien, on est en plein dedans, puisque la règle à l'école des 15, c'est qu'on mange, à chaque fois qu'on y mange, on y mange avec un adulte. Donc toujours le même taux d'encadrement. On va avoir 1 ou 2 adultes avec une table de 4-5 enfants. Et on va y parler de plein de choses. Première chose, les fake news. Les enfants qui passent leur temps sur leurs écrans aujourd'hui, dont on ne contrôle que très peu la lecture, l'accès à des sites. On peut avoir des enfants qui sont avec un téléphone sous contrôle parental. Ils arrivent toujours à faire ce qu'il faut pour le contourner. Et la lutte contre les fake news est devenue, on le voit, une nécessité absolue pour que l'éducation des enfants ne soit pas faite par les autres, mais qu'on continue de la maîtriser. Et donc dès le collège, toi tu dois être en lutte contre ça. Dès le collège, et je dirais même bien avant, hélas, pour des parents qui n'ont pas toute cette compétence ou cette connaissance ou cette culture des risques des écrans. Ouais. Il nous faut être très vigilants. L'éducation nationale a pris la mesure de l'importance, mais c'est compliqué à l'échelle industrielle de le faire. Nous, on le fait du mieux que l'on peut, et le mieux que l'on peut, c'est de l'humain à l'humain. Donc, un adulte va discuter aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as compris de la guerre au Moyen-Orient? Qu'est-ce que tu as compris des élections législatives en France? Qu'est-ce que tu as compris de tels faits divers? Comment tu vois les choses? Qu'est-ce que vous en pensez, vous les garçons et les filles autour? Va se nouer un débat sur lequel on va pouvoir recentrer effectivement des valeurs ou lutter contre les fake news. On n'est pas là pour imposer effectivement un point de vue, c'est pas du tout le propre, on veut leur apprendre à être autonomes sur leur façon de réfléchir, leur façon de penser. Pensez par vous-même et ne laissez-vous pas dicter la pensée par des autres. C'est ni plus ni moins que la promesse française d'avoir des cours de philosophie, alors que dans les autres pays, il n'y en a pas. On essaye de le faire en amont, c'est-à-dire la libre pensée. C'est très important. Le cycle de la laïcité, qui est très important. Donc on a cet enjeu avec les enfants de l'école des 15, mais comme tous les enfants de France finalement, sauf qu'eux, ils ont plus de chance parce que ils sont encadrés aujourd'hui. Donc ce temps éducatif que l'on a avec les enfants, il est là, et il est également pendant les vacances scolaires. Les enfants de l'école des 15 viennent la moitié des vacances scolaires dans l'école des 15. Et ils vont y faire plein de choses, sauf du rugby. Ils vont travailler leurs devoirs de vacances. Quand tu dis la moitié, c'est une semaine sur les deux? C'est ça. C'est toutes les matinées, toutes les après-midi? Une semaine sur les 2. Une semaine sur les deux. Pendant une semaine, ils vont venir à l'école des 15 et ils vont faire des activités qu'ils ne feraient jamais en dehors de leur quartier. Ils vont aller faire une activité culturelle basée sur un thème précis qui a une véritable utilité pédagogique pour Visiter une exposition. Aller par exemple au camp d'Émile, c'est derrière les anciens camps à Aix-en-Provence, ou aller visiter effectivement les anciennes mines pas loin de Saint-Étienne. Enfin, donc tu vas pouvoir rajouter aller visiter la Légion. C'est ça. On va pouvoir aller visiter la Légion. On aura Hubert au passage. Voilà, cher Hubert, qui est venu à l'école des 15 il y a pas longtemps dîner. On l'embrasse très fort. Hubert Favreau, avec qui on a déjà enregistré un épisode, mais qui est lieutenant-colonel dans la Légion étrangère. Ils vont rendre visite
à leurs élus locaux pour connaître le rôle de l'élu local, mais connaître également les droits et les devoirs du citoyen. Ils vont aller dans la gendarmerie ou le commissariat du coin pour savoir D'où la vocation. D'où la vocation, pour savoir comment on fait ce métier et c'est quoi votre quotidien. Et effectivement, qu'est-ce que l'on risque quand on fait des bêtises, quand on est mineur. Toutes ces actions de citoyenneté et de prévention de la délinquance sont indissociables du programme de l'école des 15 aujourd'hui. Ce sont des enfants, si on veut qu'ils soient bons à l'école, on veut aussi qu'ils soient des citoyens accomplis, heureux, épanouis. Et ça passe par la citoyenneté et ça passe par plein de partenaires publics et privés qui vont ouvrir le champ des possibles à ces enfants qui sortent rarement de leur quartier. Et tu n'as jamais eu la problématique d'enfants qui, avec cette chance de l'école des 15, se retrouvaient du coup marginalisés au retour dans le quartier? Parce qu'en grandissant, en confiance en eux, avec tout ce que vous leur apportez, je me dis, je me mets à la place d'un gars, je vois mon voisin qui a le même âge que moi, mais j'étais un tout petit peu meilleur que lui en classe, puis du coup, lui, il a été poussé à l'école des 15, pas moi. Et est-ce qu'il n'y a pas de la jalousie, de l'animosité qui pourrait se développer et dont finalement un jeune de l'école des 15 aurait une espèce de mauvais retour de bâton dans son quotidien, de la chance de pouvoir justement être ouvert à tout ça? Je n'en ai jamais entendu parler parce que dans le quartier, quoi qu'on en dise, il y a une grande forme de solidarité. Ouais. Je l'ai vécu quand j'étais petit et elle ne l'a pas quitté, cette solidarité dans les quartiers. On n'a pas dans cette culture dans les quartiers de la jalousie de l'autre. Quand chacun démarre sur le même pied d'égalité, qu'il y en a un qui s'en sort un peu mieux que l'autre parce qu'il a une opportunité, une chance, et que finalement, il n'a pas été plus verni que l'autre, c'est qu'il a su saisir une main tendue. Il y a eu, au début de l'école des 15, lorsque les enfants portaient leur tenue et qu'ils l'emmenaient au collège, des moqueries, parce que les enfants étaient un peu ostracisés, disant « Tiens, toi, t'es le décrocheur, vulgairement, t'es le cas social. » Et quelques mois plus tard, voire quelques années, je peux vous assurer qu'ils arborent fièrement leur tenue parce que c'est signe de réussite à la fin. Ils sont fiers d'y appartenir, ils sont fiers de montrer qu'ils sont engagés, qu'ils sont dans l'effort et qu'ils font tout pour s'en sortir. Plus personne ne va chercher effectivement un enfant de l'école des 15 en disant « Bon, bah toi, t'es le dernier de la classe, regarde, t'es obligé d'aller là pour t'en sortir. » Non. Voilà. Parce que ça peut arriver à tout le monde. On sait très bien qu'en France, la réussite scolaire, elle est aléatoire. Je donne un chiffre, 100 000 enfants décrochent chaque année de l'école, mais sur ces 100 000 enfants, 30% sont issus de familles d'ouvriers, seulement 7% de cadres. Le chiffre, il se parle à lui-même. Et quand on a des parents en plus qui sont dans la difficulté précaire et en plus dans les difficultés sociales, on ajoute encore une couche supplémentaire à l'inégalité des chances. Dans les quartiers, tout le monde en a conscience, donc personne ne va aller montrer de la jalousie. On est plutôt sur tiens, comment je pourrais rentrer, dis-moi. On a beaucoup de fratries. On prend des frères et des sœurs qui avaient leurs frères et sœurs auparavant à l'école des 15, puisqu'il y a une continuité dans la prise en charge familiale de ces enfants. Donc les enfants, ils restent. Si je rentre en CM2, je suis sûr d'y être en 3e. Si on reste et qu'on prouve son engagement, on irait jusqu'à la fin de la 3e. Ok. Il n'y a pas des gars où tu te dis tiens, il a assez progressé, entre guillemets, je libère la place pour en prendre un autre. Ça peut arriver à la marge. On sait que le progrès se mesure dans le temps et pas sur un trimestre. On va se méfier des réussites. Non, mais t'as 4 ans devant toi, techniquement. Oui. T'as du temps. Il faut du temps. J'ai tendance à dire que plus les difficultés sont grandes, plus les moyens doivent être grands. Des enfants qui rentrent à l'école des 15, on ne fera pas de miracle pour eux en 1 an ou en 2 ans. Il faut un temps long parce qu'ils partent de loin. Donc, on pourra observer des résultats positifs à partir de la 3e année. Mais il faut les consolider, cette 3e année. Ce sont des enfants qui ont des difficultés sociales, ne l'oublions pas. Donc, il faut qu'ils puissent trouver cette sérénité tous les soirs dans un lieu qui leur est cher et de ne pas leur dire maintenant, ça y est, t'es à des bonnes notes, file. Ouais. La promesse de l'école des 15, c'est à la fois d'avoir des bonnes notes ou des notes suffisantes pour s'offrir un avenir, mais aussi d'avoir un savoir-être. Le savoir-être, il s'acquiert quand même avec du temps long, de la répétition, un fort taux d'encadrement et des gens qui savent, qui connaissent leur métier. Donc, c'est à la marge, très à la marge. Tu penses qu'à passer 20 ans, 30 ans, on peut encore, nous, travailler à nos âges sur un savoir-être, ou c'est un truc qu'il faut à tout prix travailler quand on est petit, ou plus jeune en tout cas? Le plus tôt on prend les difficultés, le plus
vite et le plus efficacement elles seront balayées. Ça, c'est une constante qui est dans beaucoup de littérature scientifique ou sociale. Mais heureusement qu'à 20 ans ou en 30 ans, on a le droit de s'améliorer, on peut s'améliorer toute la vie. Je crois qu'on a des formidables autres associations aussi qui s'orientent sur l'accompagnement avec du mentorat ou avec d'autres types d'accompagnement pour les lycéens et pour ceux qui sont les NEETs, les fameux sans emploi, sans formation, sans diplôme. Heureusement qu'on peut s'améliorer. Il faut souvent un accident de la vie avant de s'améliorer, de se rendre compte qu'on a besoin de s'améliorer. Il faut rebondir après avoir touché le fond. C'est triste à dire, mais c'est la quasi-totalité de ceux qui viennent nous voir dans d'autres associations. C'est la réalité de la vie. C'est-à-dire, il faut avoir chuté pour se relever et pour se dire, bon, j'ai pas fait de la bonne manière. Qui peut m'aider pour faire d'une autre manière? C'est quoi? C'est la chute qui nous apprend l'humilité? Souvent. Il n'y a pas un entrepreneur en France qui se dit, j'ai tout réussi du premier coup. Les réussites viennent souvent des échecs. C'est pareil dans la vie. Ça peut être même pareil dans la vie amoureuse que dans les relations amicales, que dans les relations professionnelles. Donc, il faut expérimenter. Parfois, on tombe un peu, parfois, on tombe très bas. Et heureusement qu'à 20 ans ou à 30 ans, on arrive à se dire, à se mobiliser pour se dire, bon, j'ai pas fait comme il fallait. Maintenant, il faut que je me remobilise et que je fasse différemment. Intéressant. Comment t'en es arrivé à débarquer à l'école des 15, toi? J'ai fait 20 ans dans la santé, comme infirmier d'abord, de bloc opératoire. Et puis après, j'ai repris mes études sur le tard à 30 ans. Et j'ai dirigé après des établissements de soins. Et j'ai fait 8 ans à la direction générale de la ville d'Aix-en-Provence, sur la partie sociale, les politiques publiques sociales, à identifier toutes les populations et les dispositifs qui devraient être implémentés pour améliorer effectivement le quotidien des habitants les plus fragiles et l'aménagement aussi du territoire. Enfin voilà, plein de choses quotidiennes dans toutes les communes. Et un jour, après ces 25 ans ou 26 ans d'expérience, l'école des 15 m'a fait cette proposition d'accompagner des enfants fragiles avec un dispositif qui mixe l'utilité publique, mais le fonctionnement et la notion de performance que l'on trouve dans le privé. Le milieu associatif, il est riche de ça, c'est qu'on fait très bien avec peu, les moyens sont limités. L'école des 15 a une très grande chance, c'est d'être portée par un entrepreneur et un groupe qui s'appelle Voyage Privé, qui s'est transformé il y a quelques années en entreprise à mission. Leur obligation d'entreprise à mission, c'est de reverser une partie du chiffre d'affaires sur des actions sociétales. L'école des 15 en est l'une d'elles. Et ça nous donne plus d'air qu'effectivement une association qui démarre de zéro et qui doit aller chercher des fonds pour se développer et pour accompagner le plus de gens possible. Donc j'en suis arrivé après avoir fait 20 ans essentiellement dans des politiques publiques, soit de santé, soit de social, à trouver un élan sur une carrière que j'ai adorée, mais qui est vraiment un dispositif opérationnel. On n'est plus sur de la stratégie, on va au cœur du problème, on aide les enfants au quotidien. Moi, mon rôle, il est d'aider les éducateurs à avoir les moyens d'aider les enfants. Donc c'est un rôle de support, c'est un rôle d'ambassadeur, c'est un rôle de presque premier fan aussi, parce que j'adore toutes mes équipes. On a des gens incroyablement d'univers différents, de cultures différentes, mais avec tous le même engagement et le même amour pour cette jeunesse parfois inégale, mais qui nous donne un plaisir immense au quotidien quand on les voit réussir, quand on les voit râler, quand on les voit pleurer et rire. C'est l'école de la vie, l'école des 15. T'as toujours été un familier du rugby, toi? Pas du tout. J'ai grandi dans les quartiers, au Mureau, donc j'ai fait plus de foot au début, et puis je me suis orienté plus tard sur d'autres sports. J'ai fait beaucoup de sports, j'ai été très touche à tout. J'ai fait du hand, j'ai fait du foot, j'ai fait de l'athlétisme, enfin j'ai fait pas mal de sports, mais mon sport depuis 15 ans, c'est l'apnée. Donc j'ai fait du rugby en club sur le tard, m'a valu quelques fractures et quelques bosses. Mon épouse m'a sommé de ralentir, de changer d'activité, et la sécurité sociale aussi. Et j'ai arrêté le rugby il y a peu, mais avec toujours ses copains de rugby de village, parce que moi j'ai découvert le rugby de village, une incroyable fraternité dans les équipes de rugby, des gens incroyablement engagés aussi,
des vétérans, des entrepreneurs, des salariés, des ouvriers, peu importe. C'est tellement libre, les effectifs de rugbyman, que j'ai grandi avec eux aussi, sur beaucoup de valeurs. Dans un club de rugby, vous y apprenez l'humilité et vous y apprenez la fraternité. Et j'invite tous ceux qui n'ont jamais vécu à pousser un jour la porte, parce qu'aujourd'hui, on peut faire du rugby sans contact et on y retrouve les mêmes valeurs. Voilà, donc le rugby, c'était pas mon univers, mais ça l'est devenu sur le tard. C'est des valeurs que j'embrasse parce que ce sont des valeurs humanistes. On a un outil formidable aujourd'hui qui s'appelle le rugby pour accompagner des enfants qu'on ne pourrait pas retrouver avec d'autres formes de sport. Ouais. Parce que le rugby, c'est un sport collectif et on a besoin de ce collectif, et c'est aussi un sport de combat. Donc, qui nécessite toute une approche psychique et une approche physique que l'on ne peut pas retrouver dans tous les autres sports. Voilà. Oui, tu as la confrontation, le moment où le pilier court et va être celui qui va te plaquer. Quand t'es lié et que tu fais 60 kilos tout mouillé, tu serres les dents et tu te prépares un pack, quoi. Ou tu vas... Ou tu trouves la notion pour esquiver. Ou tu trouves la force d'aller plaquer quelqu'un qui est 2 fois plus costaud que toi. T'as raison. Et ça, c'est l'engagement. Et c'est formidable de voir des enfants qui s'engagent là-dedans. D'ailleurs, t'as plus de cris, je trouve, dans les stades quand t'as un petit gabarit qui tente de plaquer un gros et qui arrive, que quand un gros... c'est la loi de la nature. C'est la loi du pot de terre contre le pot de fer. Mais ce qui est bien, c'est que c'est du rugby, donc il y a des règles et c'est fait pour se protéger. Voilà, c'est pour ça qu'on prend aussi des éducateurs, des DEGEPS rugby, parce qu'on ne pourrait pas avoir d'autres formes d'entraîneurs qui ne sont pas formés aux gestes et postures du rugby, parce que les cervicales sont fragiles, les dos sont fragiles, les articulations. Donc il faut faire attention. Le rugby, ça s'improvise pas. Il faut l'apprendre. Ça prend du temps. Et surtout quand on est dans le loisir. Voilà. Donc ce sont pas des professionnels, donc il faut faire attention à l'intégrité physique des enfants. Et l'intégrité physique, souvent, elle ruisselle sur l'intégrité morale. Quand on se blesse, quand on n'y arrive pas, ça mine un peu le moral. Donc c'est très important de faire attention, d'avoir de bons entraîneurs et de bons éducateurs. Comment tu les choisis ? D'abord par leur diplôme et ensuite par leur état d'esprit. On a de la chance, dans le rugby, l'état d'esprit, il est quand même relativement homogène et très humaniste. Ce sont des gens qui ont envie de faire un métier qui s'appelle éducateur socio-sportif. Pas un éducateur de rugby, il ne va pas monter une équipe de rugby pour en faire une équipe de championnat. Il ne va pas non plus faire du centre aéré. Il va les éduquer, il va s'impliquer avec des enseignants et des éducateurs spécialisés sur un projet global. Donc c'est ça souvent qui fait la différence. Les gens qui ont envie de s'orienter sur une dimension socio-sportive plutôt que sportive exclusivement. Tu as parlé des centres aérés, c'est intéressant. Je suis juste preneur d'avoir ton avis là-dessus, parce que ça fait plusieurs fois que ce point-là sort dans des épisodes. Pour toi, c'est quoi la différence entre un centre aéré et une école des 15 ? L'école des 15, d'abord, a une vocation de réussite au collège, ce qui n'est pas la vocation d'un centre aéré. Oui, qui est plus de l'occupation. L'occuper l'enfant entre telle et telle heure. Voilà. D'occuper les enfants de telle heure à telle heure, avec effectivement une notion d'ouverture d'esprit, bien évidemment, parce que aujourd'hui, les centres aérés ont des animateurs, c'est-à-dire pas des éducateurs spécialisés, ce sont des animateurs. Donc sont 2 métiers différents entre donner du plaisir aux enfants sur découverte de loisirs et de s'occuper et de vivre en groupe aussi. L'école des 15, c'est une approche qui est quand même à la fois mesurée, c'est-à-dire attention, tu es là pour réussir au collège, donc on va regarder tes notes. On sait que tu as parfois des comportements qui sont inadaptés pour une bonne réussite dans l'espace public, tels que tu es trop perturbateur ou tu es très timide, il va falloir un petit peu te donner confiance en toi. Ça me fait réaliser qu'il y a une question que je t'ai pas posée. Vous faites des feedbacks aux professeurs, du coup, des enfants ? Bien sûr, tous les jours. Tous les jours, ok. Via le mouchard. via le logiciel Pronote, via les coups de fil nombreux que l'on a avec les enseignants. Et chaque éducateur de l'école des 15 assiste au conseil de classe des enfants. D'accord. C'est la question que je vais te poser derrière. Voilà. Donc on a une véritable continuité. Hyper impliqué. On est très impliqué, d'autant plus qu'il y a souvent une rupture entre le parent de l'élève et les enseignants de l'éducation nationale ou l'éducation nationale tout court, pour plein de raisons. Ça peut être des barrières, des freins que je ne vais pas étaler ici, mais que tout le monde peut imaginer. Et donc on fait le lien souvent
entre ces enseignants qui nous disent ça serait bien de faire passer ce message-là aux parents. Parce que le lien, pour vous, avec les parents est plus facile. Le lien est plus facile. On les voit régulièrement. Ils viennent chercher leurs enfants le soir à l'école des 15. Et puis, ils ont des rendez-vous annuels, trimestriels obligatoires avec leurs enfants. Il y a un suivi important entre le parent et l'enfant. Oui, mais on pourrait imaginer que ça aussi, on l'a avec l'école. On peut tout à fait l'imaginer. Il existe, il est supposé exister, mais il n'est pas obligatoire. Oui, en fait, si je viens pas à l'école des 15 au rendez-vous, c'est mon enfant qui en pâtit derrière. Si je viens pas au rendez-vous à l'école, je viens pas au rendez-vous. Il y a une notion de schématise contrat. un peu, mais... Voilà. Dans le contrat, c'est le rendez-vous obligatoire. Sinon, c'est l'exclusion. Si vous n'allez pas au rendez-vous parent-prof au collège, personne ne va être Oui, on votre va pas enfant. virer ton gamin. Parce que... Voilà. C'est deux approches différentes et complémentaires. Oui, et puis Pas du l'école tout, peut hein. pas se permettre de virer tous les gamins dont les parents viennent pas, quoi. Et c'est pas en opposition, et heureusement. Heureusement, l'enfant n'a pas à être tributaire des difficultés ou des choix de ses parents, toujours. Donc on a, d'ailleurs, je rebondis là-dessus, on a des enfants qui ont des difficultés à l'école, qu'ils vont au collège, qu'ils vont travailler à l'école des 15, sur lesquels on essaye de réimpliquer les parents ou de les impliquer, de les tenir le plus informés possible. Et on a des parents qui sont parfois en difficulté. Et cette année, on se lance dans les ateliers parents-enfants. Chaque trimestre, le matin, quand les enfants ne sont pas à l'école des 15, on va y accueillir des parents pour travailler sur des sujets concrets. On peut avoir des groupes de parents de 4-5 parents qu'on a identifiés ayant la même difficulté sur un thème précis. Je prends un exemple. Mon enfant, c'est fou, j'arrive pas à lui supprimer son téléphone portable, il reste tous les soirs dessus jusqu'à minuit ou 2 heures du matin. Ah moi aussi, mon enfant, c'est pareil, j'ai pas trouvé le moyen, etc. Et puis on va les réunir et on va faire des ateliers avec ses parents pour leur donner des pistes pour qu'ils puissent échanger entre eux, trouver un espace de dialogue, mais dans un endroit qu'ils connaissent et où ils se sentent en confiance, avec des éducateurs qui s'occupent au quotidien de leurs enfants. Et donc, ils ont presque, entre guillemets, déporté une partie, effectivement, du temps éducatif chez nous, et une grande confiance, nous, entre les parents et les éducateurs. Chose qu'ils n'iraient pas faire avec une autre association qui est juste là pour dire aujourd'hui on va parler de l'éducation parentale, parent-enfant pendant 2 heures et puis c'est tout. Et donc on se lance là-dedans parce qu'on a ressenti effectivement le besoin de ces parents de trouver des espaces de dialogue entre eux. Génial. Et puis de faire d'autres ateliers, de les emmener parfois avec leur enfant. On va aller grimper une montagne ou aller se promener en mer ou en forêt pour essayer de donner des moments privilégiés à 6-7 familles qui vont se promener avec leur enfant, chose qu'ils ne font pas souvent, pour voir aussi, tiens, comment ça se passe dans la relation parent-enfant différemment qu'à la maison ou différemment qu'avec nous. Ça va nous permettre de progresser tous ensemble sur des temps informels, des temps qui sont plutôt des temps festifs, mais des temps très importants pour embarquer la confiance de chacun dans un dispositif qui dure 4 ans et qui est long. Les balades en famille, je trouve que c'est précieux. Tu regardes dans le temps, le comportement, la manière dont t'es avec tes parents, ce que tu racontes, ce que tu partages, les moments de qualité, celui qui s'en va loin, celui qui veut tout le temps être proche. Je trouve que c'est un moment extraordinaire pour découvrir aussi ses enfants. Tout à fait. Nous, c'est le plus timide de la famille qui se barre systématiquement le plus loin parce qu'il est en confiance, il adore le vélo, il trace sa route. Et c'est la plus excitée de la famille qui ne pédale pas à plus de 2 mètres de nous. C'est vrai. Toujours dans cette petite zone. Par contre, elle va aborder tous les gens qu'on croise. Bonjour, vous allez bien? Bonne journée, au revoir. C'est ça. Donc, on se lance là-dedans. On a bon espoir que ça fonctionne bien, puisque on a déjà la confiance des parents. Quand je suis arrivé à l'école des 15, j'ai été frappé. Les éducatrices m'ont dit, tu sais, Grégory, les enfants, quand ils ont une proposition du collège pour partir en classe de neige ou en classe verte, les parents ne veulent pas. Ils refusent que leur enfant parte avec le collège. Ils n'ont pas confiance. Je dis, comment ça, ils n'ont pas confiance? Pourquoi? L'encadrement est là, il y aura des enseignants qu'ils connaissent, il y aura un surveillant, etc. Ils n'ont pas confiance. C'est comme ça, et donc ce sont des enfants qui ne connaîtront jamais la joie de partir et de quitter pour la première fois de leur vie leurs parents et d'aller habiter pendant 5-6 nuits avec des camarades à gauche ou à droite, avec les problématiques qu'il y a entre filles, garçons, mélange, etc. Mais, tu sais, les parents seraient d'accord pour que l'enfant parte avec nous pendant un séjour de 5-6 nuits aussi. Parce qu'ils ont confiance en nous et qu'ils accepteraient. Et aujourd'hui, tous les enfants de l'école des 15 partent 1 semaine par an, au moins une fois pendant leur scolarité à l'école des 15, en séjour éducatif, avec nos éducatrices et éducateurs. Il y a beaucoup plus de filles que de garçons. Et ça, c'est une grande reconnaissance des parents et de la confiance des parents. C'est le témoignage de la confiance qu'ils nous accordent.
Et c'est là où on noue des relations formidables avec les enfants. Les éducateurs spécialisés, c'est leur rôle, c'est leur métier d'appréhender toute la dimension sociale et éducative des enfants. Ils sont parfois... c'est un métier frustrant, éducateur spécialisé. Parce que quand on doit travailler sur le scolaire, pendant ce temps-là, on travaille les devoirs et pas l'éducation. Quand ils vont faire du rugby, c'est l'éducateur de rugby qui est dessus. Et finalement, le temps éducatif, il est réduit parfois à la portion congrue ou sur les temps de repas et puis sur un peu pendant les vacances scolaires, mais pas tant que ça. Et c'est un vrai besoin. Et ces séjours font gagner énormément de temps dans la relation éducateur-enfant parce que les éducateurs arrivent à embarquer les enfants dans des situations que l'enfant n'aurait jamais connues tout seul. Ils ne sont jamais sortis de leur quartier. Des fois, ils ne s'éloignent pas à plus de 5-6 rues de leur quartier. Hein. Donc, partir à la montagne, traire des chèvres, faire de l'escalade ou visiter ou aller à la mer, c'est incroyable pour eux. Ah, c'est génial, ça. Merci, Grégory, d'être venu nous raconter un peu de tout ça. Cette école des 15, tout le déploiement aussi qu'il y a derrière. Parce que c'est quand même assez dingo ce que vous réalisez, le nombre de lieux où l'école des 15 est en train de s'implanter. Merci, Tom. Merci beaucoup au BOL pour ce formidable, on va dire, cette tribune qui nous permet de faire connaître un petit peu toutes ces écoles des 15 qui poussent sur le territoire. J'ai envie de conclure par un appel. Si vous sentez l'âme d'un éducateur, si vous sentez l'âme d'un aidant pour un enfant qui n'a pas eu les mêmes chances dans la vie que d'autres, venez sur une école des 15 les accompagner pour les aider dans leur aide aux devoirs ou sur le pré, comme on dit, sur le rugby. Et puis si vous avez tout simplement de porter une école des 15 parce que ça vous inspire sur votre territoire, il y a des besoins, il y a un club de rugby pas loin, il y a des gens engagés, appelez-nous et on sera ravis. On trouve où tes coordonnées? Sur Internet, sur l'écoledesquinze.com. Merci Thomas. Je t'en prie, avec joie. C'était un plaisir d'échanger avec toi et un plaisir de creuser l'école des 15. Je pense que c'est une chance que j'en ai eu d'autres dans la vie, mais j'aurais adoré vivre celle-ci, je pense. Plaisir réciproque. Moi aussi, j'aurais aimé le vivre grandement. Chers amis, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cet épisode. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Bonne journée. Merci d'avoir suivi cet échange, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à lui mettre une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Ça nous aidera à le faire connaître. Retrouvons-nous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Génération Bien Commun, où nous continuerons à vous partager les témoignages de ceux qui s'engagent au service du bien commun.